Salut mes amis, très urgent et très bonne nouvelle. Depuis le Niger, aujourd'hui, mardi 15 août 2023, la première bonne nouvelle, à travers les communiqués numéro 28, le Niger rappelle son ambassadeur en Côte d'Ivoire. Cette décision est faite suite aux propos inamicaux tenus par le président Alassane Draman Ouattara. Alhamdulillah. Donc, ça chauffe entre Alassane Ouattara et le peuple africain. Dieu ne dort pas, mes chers amis. Ça, c'est la première bonne nouvelle. La deuxième bonne nouvelle aujourd'hui qu'on vous annonce, il y a des manifestations partout, des soutiens à l'armée nigérienne. Et le nouveau premier ministre du Niger lance un avertissement contre les ennemis du Niger. Voilà un nouveau Shogel. Un nouveau Shogel du Niger qui vient d'arriver. Nous allons vous montrer les propos. Les États-Unis viennent de dire à la CEDEAO de ne pas faire une intervention militaire contre le Niger. Les États-Unis s'opposent à toute intervention militaire. La CEDEAO est laissée en plein vol par les États-Unis. La France est laissée en plein vol par les États-Unis. Les Américains ne veulent pas qu'il y ait l'intervention militaire. Après, on va vous montrer tous ces détails. La troisième bonne nouvelle, un avion, un hélicoptère de l'armée nigérienne, du Nigeria, l'armée nigérienne vient de s'écraser dans un village du Niger. On va vous montrer les photos de cet hélicoptère qui s'est écrasé. On a vu ça sur les réseaux sociaux. Donc, la troisième bonne nouvelle, après les Hausa au Nigeria, les Yoruba ont lancé un avertissement contre le président du Nigeria. Les Yoruba, les Hausa et toutes les ethnies confondues du Nigeria se sont opposés contre toute intervention militaire au Niger. La quatrième bonne nouvelle que je vais vous annoncer aujourd'hui, mes chers amis. Au Ghana, les chefs coutumiers, qu'on appelle ça les Ashanti, c'est-à-dire que les rois de Ghana, ont dit au président ghanéen que les soldats ghanéens ne vont pas aller tirer sur leurs propres frères et sœurs du Niger. Alhamdulillah. L'étau se resserre autour de Alassane Draman Ouattara et Macky Sall, qui veulent, coûte que coûte, les Vatanguers là, seront humiliés et démasqués par le peuple digne de l'Afrique. Vous savez, ce combat, il y a la main de Dieu dedans. Il y a la force divine. Dieu ne dort pas. Combien de gens ont perdu leurs parents? Combien de villages ont été brûlés? Est-ce que la CEDEAO a fait une intervention militaire contre les djihadistes? Il y a plus de 200 filles qui ont été prises en otage par Boko Haram au Nigeria. Le Nigeria n'a pas fait une intervention militaire contre Boko Haram. Donc, aujourd'hui, c'est Dieu qui fait notre palabre, d'après les Ivoiriens. C'est Dieu qui fait notre palabre. Donc, nous allons partir avec les nouvelles. Et avant d'aller loin, je vais vous montrer le communiqué numéro 28 où les autorités, les nouvelles autorités du Niger rappellent l'ambassadeur du Niger en Côte d'Ivoire. Écoutons ce communiqué avant d'aller loin. Donc, je vais dire la date. Voici le communiqué numéro 28 des nouvelles autorités du Niger qui rappellent leur ambassadeur en Côte d'Ivoire. Cette décision est faite aux propos inamicaux tenus par le président Alassane Draman Ouattara. Écoutons ça aujourd'hui, mardi 15 août 2023. Écoutons. Numéro 28. Le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et le gouvernement du Niger ont suivi avec étonnement et stupéfaction les propos exagérément menaçants de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, relayant et prenant pour son compte avec une agressivité notoire
les conclusions du sommet extraordinaire de la CEDEAO du 10 août 2023 concernant les mesures et sanctions à l'encontre du Niger et son peuple. Ces sanctions, à la fois iniques et illégales, dont la précipitation qui les caractérise, atteste de la manipulation orchestrée par certaines puissances extérieures pour un agenda inavoué, sont loin de faiblir la détermination des Nigériens à opérer le changement nécessaire pour le redressement du pays et la sauvegarde des intérêts de son peuple. C'est donc avec stupeur que les Nigériens ont suivi cette apologie de l'action armée contre le Niger, prônée par son Excellence, Monsieur le Président Alassane Ouattara, dans une volonté acharnée de détruire le pays et son peuple pour soi-disant ramener un régime dont les Nigériens avaient hâte de s'en séparer, comme en témoignent les manifestations spontanées des populations à l'action salvatrice du 26 juillet 2023. À cet effet, loin d'être l'expression de la volonté du peuple ivoirien frère, dont l'amitié avec le peuple nigérien est sans équivoque, cette déclaration inhabituelle du président Ouattara et son empressement à vouloir se réaliser cette agression en tout point illégale et insensée contre le Niger reflète en réalité une injonction adressée à lui et à certains de ses pairs de la CEDEAO par d'autres puissances extérieures dont le but est de préserver les intérêts qui ne correspondent plus à ceux du Niger d'aujourd'hui. C'est pourquoi le CNSP et le gouvernement du Niger expriment leur rejet total des propos tenus par son Excellence, Monsieur le Président Alassane Ouattara, qui vont au-delà de la position commune de l'organisation sous-régionale, elle-même dénuée de fondement légal et décide du rappel de l'ambassadeur du Niger à Abidjan pour consultation. Fait à Niamey le 14 août 2023. C'est terminé. Et maintenant, il y a une guerre diplomatique entre le Niger et la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire de Alassane Dramane Ouattara. Sinon, les Ivoiriens sont vraiment gentils. Je suis de cœur avec le peuple ivoirien. C'est un peuple digne. Vous savez, nous allons vous montrer une grande révélation concernant la position de M. Alassane Dramane Ouattara qui veut coûte que coûte défendre l'intérêt français en Afrique. Avant d'aller de cela, je vais vous montrer une vidéo de, comment on appelle là, un Français, un ancien diplomate français. Voici le conseil d'un ancien diplomate français contre les chefs d'État de la CEDEAO. Il s'appelle Laurent Pivot. Il était l'ambassadeur de la France au Sahel. Aujourd'hui, il accuse les chefs d'État de la CEDEAO. Écoutons ce récit. La CEDEAO a aussi un moment critique à vivre parce qu'on a vu que les sanctions sur le Mali ne sont pas du tout passées. Il y a eu une vraie mobilisation populaire. Alors après, certains vous diront qu'il y a eu de la manipulation, mais il y a eu une vraie mobilisation populaire. La CEDEAO, pour rester crédible, il faut qu'elle reste en ligne avec les opinions publiques. Le problème de la CEDEAO, c'est que vous avez des chefs d'État au sein de la CEDEAO qui n'ont qu'une peur, c'est qu'il leur arrive ce qui est arrivé au Burkina notamment. Donc ils ont tendance à durcir leur discours, pensant qu'ils vont se protéger. Alors que ça va faire tout l'effet inverse, c'est-à-dire que ça va braquer leurs propres opinions publiques et les autres opinions publiques. Donc la CEDEAO est aussi un moment critique où elle doit choisir, entre guillemets, son camp, mais surtout de rester en ligne avec les opinions publiques. C'est ça la démocratie. C'est le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. Donc ça répond à une demande d'une partie de la population de finir avec des pouvoirs qui sont complètement considérés comme... Ça, c'est la vérité d'un ancien diplomate. Que la CEDEAO essaye d'éviter les intérêts publics. La preuve est que les députés de la CEDEAO ont voté contre une intervention militaire au Niger. Ouais, ça c'est un Français qui le dit. Hein. Et puis il n'est pas n'importe qui. Laurent Pivot était ambassadeur de France au Sahel. Écoutons le reste. Je vais faire un petit retour pour que vous compreniez très bien ce qu'il dit. Il accuse les chefs d'État de la CEDEAO de ne pas défendre l'intérêt de leur peuple, mais que les chefs d'État comme Alassane Dramane Ouattara et les Macky Sall défendent l'intérêt de la France et Ambalou. Ils ne défendent pas, mais que s'ils ne font pas attention, que c'est le même peuple qui va les renverser. Écoutons cela. La CEDEAO, elle a
aussi un moment critique à vivre parce qu'on a vu que les sanctions sur le Mali sont pas du tout passées. Il y a eu une vraie mobilisation populaire. Alors après, certains vous diront qu'il y a eu de la manipulation, mais il y a eu une vraie mobilisation populaire. La CEDEAO, pour rester crédible, il faut qu'elle reste en ligne avec les opinions publiques. Le problème de la CEDEAO, c'est que vous avez des chefs d'État au sein de la CEDEAO qui n'ont qu'une peur, c'est qu'il leur arrive ce qui est arrivé au Burkina notamment. Donc ils ont tendance à durcir leur discours, pensant qu'ils vont se protéger. Alors que ça va faire tout l'effet inverse, c'est-à-dire que ça va braquer leurs propres opinions publiques et les autres opinions publiques. Donc la CEDEAO est aussi un moment critique où elle doit choisir, entre guillemets, son camp, mais surtout de rester en ligne avec les opinions publiques. C'est ça la démocratie. C'est le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. Donc ça répond à une demande d'une partie de la population d'en finir avec des pouvoirs qui sont complètement considérés comme illégitimes. Mais ce que je trouve dommage, c'est qu'on a entretenu cette illusion démocratique, notamment par un discours international qui était vraiment d'une lâcheté sans nom, et on continue l'hypocrisie, parce que vous parliez du Tchad dans votre journal. C'est bizarre, on est très silencieux sur le Tchad. Le Tchad, c'est un coup d'État. C'est-à-dire que le fils d'Idriss Déby a dit « je rejette la Constitution, je prends le pouvoir ». C'est exactement la même chose, c'est un putsch militaire. Et on n'hésite pas à le dire. Et personne ne dit rien. C'est-à-dire que le Tchad n'est pas sous sanction. Enfin, la communauté internationale fait 2 poids 2 mesures. Donc on continue à entretenir cette illusion, cette lâcheté, cette hypocrisie. Et je crois qu'on rend service à personne. Alors sûrement pas à la démocratie et encore moins aux peuples africains. Généralement les mêmes causes produisent les mêmes effets. Donc pour les États qui ont une structure institutionnelle, politique qui ressemble à ce qui s'est passé au Burkina et au Mali, ils devraient effectivement faire attention. Et puis je pense que la communauté internationale aussi a un rôle à jouer, c'est-à-dire qu'il va être grand temps de sortir du déni et de tenir un langage de vérité aussi à ces dirigeants africains en disant vous vous exposez, vous avez 70% de votre population qui a moins de 30 ans, donc c'est une population qui bouge, c'est une population qui exprime son mécontentement et qui attend des résultats très concrets dans leur vie au quotidien. C'est ce que vous disiez, c'est-à-dire qu'il y a une telle déconnexion entre ce qu'ils vivent au quotidien et les discours officiels tant des pouvoirs africains que de la communauté internationale que ces populations-là ne peuvent qu'éprouver de la colère. Mais à quoi servent les élections alors aujourd'hui? À rien? Non, je vous le disais, ce ne sont pas des élections. Il va falloir quand même qu'on dise les choses. Donc ce qui se passe, ça ne sert à rien. C'est les processus électoraux en Afrique de l'Ouest, dans les pays francophones, depuis une quinzaine d'années, ne sont pas des processus électoraux. Donc, voilà. Voilà. Vous voyez, les élections qui se passent là, que ce ne sont pas des vraies élections. C'est-à-dire que les présidents élus démocratiquement que la France applaudit là, c'est un ancien ambassadeur français qui le dit que la France joue l'hypocrisie. Non seulement il y a eu coup d'État au Tchad, il n'y a pas eu de sanctions. La justice, 2 poids, 2 mesures. Ni l'Union africaine, comme le Tchad ne fait pas partie de la CEDEAO, on ne peut pas accuser la CEDEAO. Maintenant, le même diplomate dit que ce qui se passe en Afrique, c'est que ce n'est pas la démocratie, que ces élections qui se passent plus de 15 ans maintenant, que ce ne sont pas des vraies élections, que c'est la France qui choisit des dirigeants pour les imposer au peuple. Et ce même peuple se révolte contre ces mêmes présidents. Voilà l'origine des coups d'État. Donc, allons-y. Écoutons Laurent Bigou. Que de la communauté internationale, que ces populations-là ne peuvent qu'éprouver de la colère. Mais à quoi servent les élections alors aujourd'hui? À rien? Non, je vous le disais, ce ne sont pas des élections. Il va falloir quand même qu'on dise les choses. Donc ce qui se passe, ça ne sert à rien. C'est les processus électoraux en Afrique de l'Ouest, dans les pays francophones, depuis une quinzaine d'années, ne sont pas des processus électoraux transparents. Il va falloir arrêter de dire ça. Il y a un pays qui fait exception, c'est le Sénégal. C'est le Sénégal, pourquoi? Parce qu'il a aussi une disposition au Sénégal qui rend la fraude très difficile. C'est qu'au Sénégal, c'est le seul pays francophone de la sous-région où chaque bureau de vote peut rendre public les résultats et les médias peuvent diffuser par bureau de vote à chaque élection. Dans tous les autres pays, c'est interdit. Là, en chapitrant la junte, le président Macron donne encore des bâtons pour se faire battre. Je veux dire, il ne nous revient pas de labelliser ce qui est légitime, pas légitime en Afrique. Il y a un moment, il va falloir qu'on sorte aussi de cette posture supérieure qui consiste à dire ça c'est bon, ça c'est pas bon pour vous. Parce que du coup derrière, qu'est-ce qu'il y a? Vous avez les discours des Russes. Et ça va dans le sens de ce que les opinions publiques ont envie d'entendre. Ouais. Au lieu que Macron vient comme ami, Macron vient comme maître. Il pense que nous sommes toujours les esclaves. Macron pense avec les restes. Ça, c'est une révélation. Nous venons aussi, je vais vous montrer la réaction d'un autre Français, un citoyen français. C'est des citoyens français qui dévoilent le secret de la France. Écoutons un Français. Français, les troupes, je dirais, de l'armée française ne sont plus acceptées, on n'en veut plus, voilà. Alors que les choses soient claires,
On va me dire, ouais, mais Franz, attends, si la France part, c'est les Chinois, c'est les Russes qui vont prendre la relève, etc. Mais non, c'est pas comme ça qu'il faut raisonner. En fait, voilà comment moi je raisonne, c'est-à-dire que je pars du principe que l'Afrique, le continent africain et les différents pays africains, ils sont adultes, ils sont indépendants depuis 1960, ils sont en mesure, eux, de prendre leurs décisions qui les concernent et qui leur semblent plus appropriées. S'ils veulent faire des affaires ou nouer des alliances avec les Russes ou avec les Chinois, c'est leur problème. Laissons-les faire. Je vois pas pourquoi nous, on devrait avoir un dialogue paternaliste en disant il faut pas partir parce que sinon c'est les Russes qui... Mais c'est à eux de décider. S'ils veulent nouer des alliances avec les Russes, ben qu'ils le fassent. S'ils veulent nouer des alliances avec les Chinois, qu'ils le fassent. S'ils veulent nouer des alliances multilatérales, c'est-à-dire avec différents pays en même temps, c'est possible, ben qu'ils le fassent. Mais je vois pas au nom de quoi, nous, on serait là à défendre une espèce de monopole ou vouloir avoir une nostalgie de c'est fini cette époque-là. C'est-à-dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, si on veut arriver à sauver le peu qui peut encore être sauvé, ben, il faut qu'on tienne un dialogue totalement différent. C'est-à-dire leur dire, écoutez, on a pris conscience de vos aspirations, on les respecte. Cette époque-là, elle est enfin révolue, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus ce côté paternaliste, ce côté privilégié avec la France. Ce qu'on veut dorénavant, c'est nouer des affaires, des contacts, et je dirais d'égal à égal. C'est-à-dire que nous, on vous achète certaines matières premières, ou je sais pas, moi, peu importe, hein, d'autres produits, on les paye au prix du marché, et puis voilà, c'est tout, ça s'arrête là. Voilà un digne fils français. Voilà un vrai digne français. Alhamdulillah. Mais c'est tout. C'est-à-dire, les Russes respectent les Africains. Les Chinois respectent les Africains. Mais c'est la France qui vient dire, c'est la France qui doit choisir qui on doit travailler. Mais ça, c'est des discours paternalistes. C'est-à-dire qu'ils pensent que nous sommes leurs esclaves. Nous sommes les sous-hommes. Il y a les esclaves comme Alassane Ouattara qui sont là à les suivre. Vous voyez, ça c'est un citoyen français qui le dit. Donc, l'éveil de conscience a atteint un certain degré et c'est le nouveau vent qui souffle et personne ne peut arrêter ce vent. Ce nouveau vent qui souffle aujourd'hui là, personne ne peut l'arrêter. Personne ne peut l'arrêter. Ça c'est un combat de Dieu, c'est un combat divin. Donc, les gens qui se permettent de dire du n'importe quoi doivent comprendre que c'est un nouveau vent qui souffle pour le peuple africain. Et en dehors de cela, il y a eu aussi des grandes manifestations partout que nous allons vous montrer. Avant d'aller vers ce côté, je vais vous montrer une deuxième vidéo d'un autre Français qui dit tout, qui dévoile tout sur le Niger. Écoutons, voilà un journaliste. Attendez une seconde là. Donnez-moi une seconde, voilà. Il y a eu aussi des marches de soutien. Des marches de soutien pour... attendez une seconde. Il y a eu des marches de soutien incroyables. La population ghanéenne est sortie avec les drapeaux russes pour soutenir le peuple du Niger. Je vais vous montrer cela. Ça, c'est incroyable. Je vous dis que le Niger reçoit des soutiens partout. C'est vraiment incroyable, mes chers amis africains. Le peuple du Ghana est sorti avec le drapeau nigérien, le drapeau ghanéen, le drapeau burkinabé, le drapeau malien et le drapeau russe en soutien au peuple. Cette manifestation vient de se passer au Ghana. Et on vient d'apprendre aujourd'hui, mardi 15 août 2023, que les rois, les Ashanti du Ghana ont averti le président ghanéen de ne pas attaquer le Niger. Voici la manifestation, ça se passe au Ghana. Vous voyez, ça se passe au Ghana. Ça, c'est une bonne nouvelle pour le peuple
Il y a aussi les Yoruba. Les Yoruba du Nigeria aussi ont lancé un avertissement contre une intervention militaire. J'ai cette vidéo que je vais vous montrer. This is where the Yoruba people stand on Niger. Alhamdulillah, incroyable. Je vais vous montrer ça tout de suite. Malheureusement, la vidéo est faite en anglais, mais je vais traduire tout de suite. Il y a certains parmi vous qui comprennent l'anglais. Donc, regardons cette vidéo. Oyo, Osun, Ondo, and Ekiti, plus the Yoruba populations of Kwara and Kogi states, and the Sekiri Yoruba people of the Delta state, hereby make the following statements to Nigeria, to West Africa, and to the world concerning the ongoing situation in the Republic of Niger. We Yoruba nation totally reject any intention or plan by Nigeria, by any West African state, or by any combination of West African states to levy war against the Republic of Niger. We acknowledge from all that have been manifesting on the news media since the military coup in Niger Republic, that the overwhelming majority of the people of Niger Republic are massively and fervently supportive of the change of government in their country. And we strongly urge that their wish be respected. We inform the world that we Yoruba and the Hausa nation, whose Niger people constitute the majority of the population of Niger, are sister nations that for countless centuries before the coming of European colonialism, we Yoruba and Hausa were very closely related. We were two large trading nations trading. Alhamdulillah, il vient de dire que nous les Yoruba du Nigeria et les Hausa du Nigeria, les Hausa, les Yoruba du Nigeria et du Niger, nous allons rester debout contre toute intervention militaire de la CEDEAO. Et nous lançons un avertissement au chef d'État de la CEDEAO, plus particulièrement le président du Nigeria, qui est le président en exercice de la CEDEAO, de ne pas s'amuser avec cette intervention. Car les deux peuples sont des peuples frères et sœurs. Les Yoruba et les Hausa ont cohabité ensemble pendant des siècles avant l'arrivée des colonisateurs européens. Donc, ça c'est un message fort des Yoruba du Nigeria. Après les Hausa, c'est le tour des Yoruba. Donc, à chaque seconde qui passe, le Niger reçoit des soutiens partout dans le monde entier. On vient d'apprendre que le président Vladimir Poutine a parlé au téléphone avec le président Assimi Goïta. Après, on va vous donner des détails par rapport à ça aussi. Donc, vous voyez, les Yoruba mettent en garde contre toute intervention militaire au Niger. Écoutons les restes. Side by side in the vast territories of the West African interior that many Hausa lived happily in Yoruba towns, while many Yoruba lived happily in Hausa towns. We want the world to know now that we Yoruba do not want any harm to come to our Hausa brethren. Indeed, Yoruba youths are saying in all parts of Yoruba land that if Niger Republic be invaded by anybody, countless Yoruba youths would hurry to Niger Republic to join hands with the people of Niger to defend their country and to throw out the invaders. Therefore, we Yoruba nations... Wow. Incroyable ce qu'il vient de dire. Les Hausa du Niger, du Nigeria. Écoutons ça c'est très important. Les Hausa du Nigeria et les Yoruba du Nigeria se sont mis d'accord. Si jamais un pays attaque le Niger, les Hausa du Nigeria vont aller prendre les armes. Ils vont quitter le Nigeria pour aller au Niger, prendre les armes et défendre le peuple nigérien. Du jamais vu. Du jamais vu. Les Yoruba disent qu'ils sont prêts, qu'ils ont même commencé à faire les entraînements. Que si jamais un pays de la CEDEAO attaque le Niger, c'est comme s'ils ont attaqué les Yoruba du Nigeria et les Hausa du Nigeria. Et quand vous regardez la carte, la majorité de ceux qui sont, la majorité des soldats nigériens sont des Hausa. Les Yoruba aussi sont très nombreux. Les deux grandes puissances vont s'unir
pour bloquer toute intervention militaire au Niger. Ça, c'est une bonne nouvelle pour le peuple du Niger. Je vous dis que dans ce combat, il y a la main de Dieu dedans. Je vous assure, rien ne va se passer au Niger par la grâce du bon Dieu. Écoutons les restes. Strongly urge the President of Nigeria, our son, President Bola Tinubu, to cancel totally any intention or plan for any invasion of Niger Republic. We urge him to see to it that the military option is completely taken off the table in the ongoing situation. We also strongly urge him to reverse any sanction that have been embarked upon by Nigeria against Niger Republic. Signed, Professor Alhamdulillah, que les Yoruba du Nigeria demandent au Nigeria d'enlever les sanctions là. Le fait que le Nigeria a coupé l'électricité, au Niger, donc les Yoruba du Nigeria demandent au président du Nigeria de renoncer aux sanctions contre le Niger, de donner l'électricité au peuple du Niger. Ça chauffe au Nigeria. Je ne vous cache pas, ça chauffe au Nigeria. On vient d'apprendre qu'un hélicoptère aussi vient de s'écraser. Je vais vous montrer la photo de l'hélicoptère en question que je viens d'avoir tout de suite. Un hélicoptère de l'armée du Nigeria vient de s'écraser dans un village du Niger. Je vous ai dit que le Niger a des missiles. Le Niger a des missiles anti-aériens. Vous voyez, un hélicoptère de l'armée nigérienne vient de s'écraser en plein cœur du Niger, dans un village du Niger. Pourquoi le Nigeria a envoyé son hélicoptère? C'était pour espionner. C'était pour voir la capacité de la force nigérienne. Donc écoutez ici, un hélicoptère de l'armée de l'air du Nigeria s'écrase dans un village du Niger. Voici les crashs là, vous voyez ça? Voilà. Donc, lisons les restes. Un hélicoptère de l'armée de l'air du Nigeria s'écrase dans un village du Niger. Un hélicoptère MiG-171 de l'armée de l'air nigériane, du Nigeria, je vais dire, en mission d'évacuation des blessés, s'est écrasé près du village de Shubuka, dans l'état du Niger. Le village s'appelle Shubuka, du Niger. Ça, c'est au Niger. Hein. L'incident s'est produit aujourd'hui, 14 août, vers 13h. L'avion a quitté l'école primaire de Zunguru en route vers Kaduna, mais a découvert plus tard qu'il s'était écrasé près du village de Shugubu, dans la zone du gouvernement local de Shiruru, dans l'état du Niger. Les efforts sont actuellement en cours pour secourir l'équipage et les passagers à bord de l'hélicoptère. Tandis que les enquêtes préliminaires ont commencé pour déterminer la cause probable de l'accident. Voilà. Un hélicoptère de l'armée du Nigeria vient de s'écraser au Niger. Qu'est-ce que cet hélicoptère est allé foudre là-bas? Vous voyez maintenant la puissance de feu. Donc, je ne suis pas content de ce qui se passe. Je ne peux pas vraiment me réjouir du malheur des autres. Mais voilà ce qui vient de se passer. Donc, je vais vous montrer une autre grande révélation aujourd'hui, mes chers amis. Un journaliste, un politologue algérien a fait une grande révélation contre la CEDEAO, contre la France. Je vais vous montrer cela tout de suite. Voilà une autre bonne nouvelle pour le peuple du Niger. Voilà une autre bonne nouvelle, une nouvelle victoire pour le peuple du Niger, du Mali, du Burkina Faso et de toute l'Afrique. Un journaliste de l'Algérie a fait une grande révélation contre le plan de déstabilisation de Macron contre le pays frère du Niger. Écoutons ce politologue algérien. C'est un Algérien qui dit, il dévoile tous les plans de déstabilisation. Comment la France veut déstabiliser le Niger. Je vais vous montrer ça aujourd'hui, mardi 15 août 2023. Écoutons. On parle également de certaines manœuvres françaises
justement, dans certains pays africains, qu'est-ce qui se pointe à l'horizon? Mais brièvement, M. Kassimi, s'il vous plaît. Vous savez, je vais essayer de condenser tout ça en quelques mots. D'abord, Oui. Alassane Ouattara a toujours agi en tant que supplétif des forces extérieures françaises en Afrique. Donc c'est un homme qui est décrédibilisé de par son passé, de par son statut et de par sa duplicité. Maintenant, nous assistons à un scénario... Ouais, maintenant, il part de Alassane Dramane Ouattara. Attends. Ouais, Alassane Dramane Ouattara n'a aucune crédibilité. C'est pas Sékou Toungara qui l'a dit. C'est un Algérien. Un Algérien, un politologue, un journaliste algérien vient de dire que Alassane Ouattara n'a aucune crédibilité. C'est un pion de la France. C'est l'enfant chouchou de Macron. C'est pas Sékou Toungara qui le dit, mais c'est un Algérien. Ouais, les vieux comme ça, là, ils pensent plus à la mort. Tu peux... Nous tous, on peut mourir d'un moment à un autre, mais il faut laisser des traces. Il faut laisser des choses quand tu vas mourir. Les gens parlent de Modibo Keïta, les gens parlent de Thomas Sankara. Parce qu'ils ont fait des choses vraiment que les gens ont bénéficié. Et nous sommes en train de nous glorifier d'eux. C'est des gens comme Ouattara, quand ils sont plus là, les gens vont les oublier c'est-à-dire de façon éternelle. Sauf s'il y a malheur qu'on se rappelle d'eux. Donc, mes chers amis, écoutons le récit du politologue algérien. Je vais vous montrer ça tout de suite. Et brièvement, M. Kassimi, s'il vous plaît. Vous savez, je vais essayer de condenser tout ça en quelques mots. D'abord, Alassane Ouattara a toujours agi en tant que supplétif des forces extérieures françaises en Afrique. Donc c'est un homme qui est décrédibilisé de par son passé, de par son statut et de par sa duplicité. Maintenant, nous assistons à un scénario qui est assez dangereux. La France cherche par tous les moyens à dupliquer le scénario qu'elle a redéployé au nord du Mali, à savoir d'organiser la partition du nord du Niger. Et elle est en train d'actionner un peu tous ces relais. D'abord, le premier point, c'est d'avoir libéré 12 chefs terroristes et de les avoir acheminés vers la région de Tillabéri pour renforcer un peu le maquis terroriste pour s'attaquer aux nouvelles autorités nigériennes. Le deuxième point, c'est qu'elle a actionné un ancien rebelle qui a été recyclé d'abord comme Sou Youssoufou et Sou Bazoum comme ministre d'État. Vous devez savoir que le Rissa Agboula en 2005 a été condamné à mort par la justice nigérienne pour avoir tué, assassiné un opposant. Il s'est enfui en France, puis il s'est mis sous la coupe et sous l'autorité et la protection des services spéciaux français. Et qui revient bien sûr, qui est revenu bien sûr comme ministre d'État avec Youssoufou, avec Bazoum. Donc c'est le même rebelle qui revient et qui essaye de fédérer quelques tribus au nord du Niger pour essayer d'organiser une rébellion armée contre les nouvelles autorités. Donc vous voyez à peu près que tous les ingrédients d'une conflagration au niveau du Niger sont déjà réunis. En plus de cela, il faut ajouter que la France est en train d'acheminer des armes très très importantes au niveau du Tchad, au niveau de la Côte d'Ivoire et au niveau du Sénégal. Et vous devez savoir que c'est des armes qui vont arriver bientôt en Niger pour armer des groupes armés, pour les mettre à la disposition des groupes armés et des groupes terroristes. Et là, l'Algérie, je voudrais un peu souligner ce point, devrait prendre toutes les dispositions pour anticiper un peu la dégradation de la situation avec, au niveau des frontières nigériennes, de mobiliser tous les moyens pour faire face à tous les périls et tous les imprévus. Merci beaucoup, M. Kassimi. Merci beaucoup, M. Kassimi. Qui connaîtra une situation un peu inédite. Merci beaucoup, M. Kassimi. En tous les cas, je vous remercie. Donc vous avez vu, ça c'est un Algérien, il s'appelle Kassim. C'est un Algérien, un politologue journaliste. Allahu Akbar. La France veut créer une nouvelle rébellion au Niger, comme elle l'a fait au Mali. La France, à travers la Côte d'Ivoire, notez ça très bien. C'est ça que les journalistes viennent de dire, c'est pas moi qui le dis. Il vient de dire que ça c'est un Algérien. Un journaliste algérien dit que Alassane Dramane Ouattara est en train de recevoir des nouvelles armes pour armer une rébellion au Niger contre les nouvelles autorités. À travers la Côte d'Ivoire, à travers le Sénégal. C'est pas moi qui le dis, c'est les journalistes qui viennent de le dire. Il est algérien. Il dit que l'Algérie doit prendre toutes les dispositions. Ils vont armer les terroristes. La France a fait tout pour libérer 12 chefs terroristes. Et pire encore, un ancien rebelle qui a tué les citoyens nigériens.
était condamné par la justice du Niger. Il était condamné à mort par la justice du Niger. La France a mis sa bouche dedans, sa sale bouche dedans, pour faire une intervention afin que ces gens le libèrent. Et le même monsieur, la France a poussé le gouvernement du Niger de lui donner un poste comme ministre d'État. Au même moment, ce même monsieur est allé en France après le coup d'État. Étant en France, cet ancien rebelle du Niger, qui était condamné par la justice nigérienne, a annoncé depuis Paris qu'il va former une autre rébellion contre les nouvelles autorités. Au compte de qui, si ce n'est pas la France? Les rebelles de la CEMA aussi ont annoncé leur rébellion depuis Paris. Toutes ces rébellions se fabriquent en France, en collaboration avec les services de renseignement français. Vous voyez maintenant, c'est ça que l'Algérien vient de le dire. C'est pas moi qui le dis. Ça, c'est un politologue et journaliste algérien qui vient de le dire. Donc, le plan de la déstabilisation de la France bat son cours actuellement en France. La France veut créer une nouvelle rébellion et se cache derrière cette rébellion pour déstabiliser encore le Niger. Et après, c'est la même France qui va appeler l'ONU. Non, c'est les citoyens, alors que c'est des djihadistes. Vous voyez, l'armée malienne a très bien botté les terroristes de Ber, de la localité de Ber. Les rebelles crient à gauche, à droite, alors que c'est des terroristes. Le matin, ils sont un rebelle. La nuit, ils deviennent des terroristes. Voilà le double jeu de la France. La France que les Africains ont aidé à avoir son indépendance face aux Allemands, c'est cette France qui nous remercie par les terroristes. Après nous avoir colonisés, nous avoir pris comme des esclaves, nous avoir vendus partout dans le monde entier, la même France n'a pas encore fini. La France nous a colonisés. Avant la colonisation, il y avait le commerce triangulaire ou l'esclavage, où on nous prenait pour nous vendre dans les différents pays. Ça, c'est terminé. Il y a eu aussi la ségrégation. Ça, ils font semblant comme si c'est terminé. Mais la colonisation, ils disent que c'est fini alors que c'est pas fini. Ils viennent sous une autre forme d'occupation en nous envoyant des terroristes pour comme prétexte de rester chez nous. Voilà les stratégies de la France. Maintenant, on n'a pas encore fini. Hein. Le nouveau Premier ministre du Niger a donné un avertissement à tous les ennemis. Écoutons le nouveau Premier ministre du Niger. Le nouveau Premier ministre du Niger avertit tous les ennemis du Niger. On dit bravo au Premier ministre du Niger. Écoutons ça aujourd'hui, mardi 15 août 2023. Il a démontré qu'il est très mûr, qu'il a fait le choix de défendre sa souveraineté. Et toute autorité qui ne suit pas cet angle dans lequel notre population essaie de mettre chacun d'entre nous, en tout cas, on peut dire qu'il fait fausse route. Voilà quelques jours que vous êtes à la tête du gouvernement du Niger. Alors, quel est votre message à l'endroit de la communauté nigérienne d'une manière générale? Écoutez, je voudrais d'abord la féliciter et la remercier de l'élévation d'esprit dont elle a fait preuve. Notre peuple a démontré qu'il est très mûr, qu'il a fait le choix de défendre sa souveraineté. Et toute autorité qui ne suit pas cet angle dans lequel notre population essaie de mettre chacun d'entre nous, en tout cas, on peut dire qu'il fait fausse route. Donc, je voudrais lui dire, par le biais de votre micro, que nous apprécions vivement cette élévation d'esprit, cet élan de solidarité et ce travail qui consiste à faire en sorte que l'unité nationale soit encore resserrée. Il faut qu'elle fasse confiance aux nouvelles autorités parce que nous avons inscrit nos actions dans le sens de la servir en toute intégrité, de la servir en toute compétence, mais aussi en travaillant sur la notion fondamentale de notre patriotisme. Donc, je crois en elle et avec l'aide de Dieu, Inch'Allah, nous allons nous en sortir. Inch'Allah, Inch'Allah. Et alors, que Dieu bénisse le peuple du Niger. Voilà le Premier ministre. Ça, c'est un nouveau Shogel. Voilà un nouveau Shogel. Ouais. Donc, on est tous contents. On apprécie ce qui se passe au Niger.
Et voilà, maintenant, il veut mettre les carottes dans nos nourritures. Donc, écoutons un autre, comment on appelle là, une intervention incroyable. Écoutons ça ici. Les Nigériens, notamment la jeunesse nigérienne, ne plus entendre parler de l'armée française. C'est-à-dire, ils sont pas idiots, ces gens-là. Ils se rendent compte qu'effectivement, nous jouons un jeu stratégique, mais pas pour les aider eux, pour les intérêts français et occidentaux. Deuxièmement, sur le plan économique, le Niger, c'est un scandale géologique. C'est un des pays les plus riches de la planète, de l'or, bien sûr l'uranium, etc. Et quand vous êtes au Niger, qu'est-ce que vous allez voir dans les villages? Des gens qui n'ont pas un centime de récupération de ces richesses. Et troisièmement, sur les valeurs. Donc vous avez vu, maintenant, je vais vous faire une autre révélation aujourd'hui sur l'uranium du Niger. Voilà un digne fils du Niger qui fait une grande sortie pour éclairer, pour que les gens sachent que ce que les gens disent que la France n'a pas besoin d'uranium du Niger, tout est faux et archi faux. Je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà l'intervention d'un frère du Niger qui dit tout, qui dévoile tout. Écoutons ça. Souris quand j'entends ces derniers temps, depuis le coup d'État, dire que la France n'a pas besoin de l'uranium du Niger. Il faut peut-être, c'est une sorte d'insulte à la vérité. Vous savez, en janvier 2013, écoutez, il y a eu une menace en Algérie, une attaque contre des gisements miniers d'Algérie. La France a immédiatement dépêché des commandos d'opérations spéciales pour protéger les mines d'uranium au Niger, en raison de leur caractère stratégique pour la France. C'était en janvier 2013. En mai 2013, deux filiales de Orano, qui étaient à l'époque Areva, ont été attaquées au Niger, dans le nord du Niger, à Arlit, dans la région d'Arlit. La France a envoyé des commandos pour neutraliser les terroristes qui étaient venus attaquer. Et la même chose à Agadez, elle a envoyé des commandos qui étaient venus délivrer d'autres. Donc la France sécurise seulement là où il y a les ressources. Les terroristes ne peuvent pas attaquer là où il y a le pétrole. Donc, là, les entreprises françaises travaillent tranquillement, les terroristes. Mais les citoyens nigériens qui sont au Niger sont attaqués par les terroristes aux yeux et au su de l'armée française. Donc, ils sont là uniquement pour l'uranium, mais ils ne sont pas là pour protéger le peuple du Niger. C'est-à-dire que le peuple n'a qu'à mourir, la France quand même va protéger l'uranium, et c'est pour l'uranium du Niger appartient à la France. C'est ça que la France pense. Allons-y avec les. Ça, c'est parce que cet uranium-là a un rôle stratégique et la France, c'est qu'elle a des intérêts là-bas. Dernièrement, quelques semaines avant le coup d'État, la France a signé avec le Niger un accord sur la mine du Mouraren qui va produire 5 000 tonnes à terme, en tout cas, les prévisions initiales, 5 000 tonnes d'uranium par an, investissement de l'ordre de 1 milliard d'euros. Tout ça, c'est parce qu'il y a des intérêts. C'est pas simplement parce qu'on veut faire la charité au Niger ou aux Nigériens. C'est parce qu'il y a des intérêts français là. Et c'est important. C'est pas parce qu'il y a eu le coup d'État qu'on va dire que non, que tout ça ne représente rien du tout. Le Niger a une très grande part. Et je pense que souvent, les gens oublient vite l'histoire. Lorsque le Niger a accédé à l'indépendance et qu'on a commencé l'exploitation, la France a signé un accord pour être l'acheteur exclusif. C'est-à-dire que au moment où l'accord a été signé, le Niger ne pouvait pas vendre à d'autres clients. Et pendant longtemps, jusqu'à ce que le président Tandja arrive au pouvoir et crée la société du patrimoine du Niger, la Sopamine, l'uranium du Niger était revendu par Areva qui donnait au Niger sa part. Et on était même arrivé à un niveau où, parce que le Niger n'avait pas l'expertise, c'est Areva qui disait aux Nigériens, on a sorti 3 000 tonnes, ça peut être 5 000. Mais le Niger n'avait pas les moyens de contrôle. Et c'est Areva qui prenait la part du Niger, qui revendait la part du Niger et qui donnait au Niger sa part. La France était devenue coxère, commerçant, escroquerie, pire et simple. C'est la France qui exploitait l'uranium du Niger. Et c'est la France qui disait, on a fait sortir 5 tonnes, 3 tonnes. Ça peut être 20 tonnes. Mais c'est la France qui vendait. Le Niger n'avait pas le droit de vendre son uranium. C'est la France qui venait prendre l'uranium du Niger et puis vendre et puis donner quelques portions d'argent seulement au Niger. Ça c'est quoi? Écoutons les restes. Une fois que c'est vendu, c'est le président Tandja qui a changé ça. J'ajoute pour être précis,
Vous savez, en 2009, le président Sarkozy est allé spécialement au Niger parce que Areva tenait à obtenir le permis minier du Mouralen. Là,